Il avance dans le vacarme comme on traverse un incendie, le dos légèrement courbé, non par l'âge, mais par un poids invisible, celui d'un chagrin qui ne cherche ni la lumière ni la pitié. Un homme sans lunettes de star, sans sourire de façade, les yeux rougis par des nuits sans sommeil. Bernard Dormal n'entre pas dans une cathédrale de caméras pour saluer une icône. Il vient enterrer la femme avec qui il partageait le café du matin et le silence du soir depuis plus de 30 ans. Et pendant que les flashs crépitent pour immortaliser la mort d'un mythe, lui ne voit qu'un cercueil où repose la seule personne qui donnait encore un sens à ses jours. Alors, dites-moi, quand on a passé sa vie à protéger une légende dans l'ombre, comment survit-on quand cette légende disparaît sous la terre? Autour de lui, le cortège ressemble à un théâtre étrange où se mêlent ministres, artistes, figures de télévision, tous venus pleurer un symbole, tous venus saluer Brigitte Bardot. Mais Bernard détonne, il ne joue aucun rôle, il ne cherche aucune image, il voudrait presque disparaître, se fondre dans les murs de Saint-Tropez qu'ils ont tant arpentés ensemble. Sa main serre celle de Nicolas, le fils retrouvé, comme si ce contact était le dernier fil qui le retenait encore au monde des vivants. Et à sa démarche hésitante, à cette pâleur inquiétante, on comprend que ce n'est pas seulement une femme qui l'enterre aujourd'hui, c'est un univers entier qui s'effondre, un monde qu'il avait bâti, pierre après pierre, dans le silence. On a tant raconté les hommes de la lumière, les amants flamboyants, les mariages tempétueux, Vadim le génie, Charrier le père, Saxe le milliardaire, tous ces noms qui brillent comme des enseignes au néon dans l'histoire officielle de Bardot. Mais Bernard n'appartient pas à cette galerie. Il est l'homme du dernier acte, celui qui est resté quand les projecteurs se sont éteints, quand la beauté s'est fanée, quand la maladie a frappé, quand le mythe est devenu une vieille dame recluse, parfois colérique, souvent fragile. Et aujourd'hui, alors que les caméras le scrutent sans comprendre, il incarne une dignité rare, celle de l'amour qui dure bien après que le générique de fin a défilé. Pour comprendre la profondeur de cette douleur, il faut remonter le temps, effacer les rides, oublier la maladie, revenir à une soirée d'été de juin 1992, à une époque où Brigitte Bardot a déjà tourné le dos au cinéma depuis longtemps, où elle a juré qu'elle en avait fini avec les hommes, ces bêtes qui l'ont tant déçue. Son cœur est une forteresse fermée à double tour, gardée par une méfiance instinctive. Et c'est précisément à cet instant de fermeture totale que le destin choisit de frapper. Le dîner a lieu à Saint-Tropez, chez un ami commun, une soirée sans enjeu, sans tapis rouge, et Bernard Dormal est là par hasard, industriel, homme de terrain, ancien expatrié en Afrique, solide, ancré dans le réel, à des années-lumière des paillettes et des névroses du show-business. Il ne la regarde pas comme un symbole, il ne la regarde pas comme un fantasme national, il la regarde comme une femme, simplement. Et ce regard-là traverse Brigitte comme une lame douce. Elle racontera plus tard qu'il a suffi d'un échange, d'une conversation, pour que toutes ses défenses s'effondrent. Ce n'était pas la passion dévastatrice de la jeunesse, ni le luxe froid des palais étrangers. C'était autre chose, quelque chose de plus grave, de plus dense. Bernard lui apportait ce qu'aucun homme ne lui avait jamais offert, l'apaisement. Et quelques semaines plus tard, le 16 août 1992, loin des hélicoptères et des foules hystériques, ils se marient dans la plus stricte intimité. Les mauvaises langues ricanent, prédisent un divorce avant l'hiver, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce n'était pas un caprice, c'était un pacte. En disant oui à Brigitte Bardot, Bernard accepte de franchir les murs de la madrague pour n'en ressortir que très rarement. Et ceux qui imaginent cette vie comme une succession de bains de soleil et de cocktails se trompent lourdement. La réalité qu'il épouse ressemble davantage à la rigueur d'un couvent militant qu'au paste d'une villa de milliardaires. Une arche de Noé échouée au bord de la Méditerranée où l'humain n'est plus roi n'est serviteur. Il troque ses costumes pour des vêtements capables de résister à la boue et aux griffes, apprend à vivre dans une maison envahie par une ménagerie libre, où les chiens règnent sur les canapés, où les chats sont maîtres des tables, où une guenon peut surgir dans le salon. Et pour un homme habitué à l'ordre, le choc aurait pu être fatal. Beaucoup auraient fui, pas lui. Il comprend que pour aimer Brigitte, il faut aimer ses bêtes, ou du moins accepter de partager son cœur avec elle. Il devient le gardien du temple, celui qui filtre les appels, repousse les journalistes, gère les crises administratives, protège Brigitte du monde extérieur.
Leur vie devient monacale, rythmée par le soleil et les besoins des animaux. Pas de dîner mondain, pas de gala, seulement deux êtres, une télévision allumée le soir, de la musique parfois, et des dizaines de regards à quatre pattes autour d'eux. Il n'essaie jamais de la changer, il l'aime telle qu'elle est, brute, entière, dévouée à sa cause, acceptant d'être souvent le second après ses animaux, mais toujours le premier dans sa confiance. Et pendant que le monde continue d'adorer une image figée, lui assiste jour après jour à la lente métamorphose du mythe en femme vieillissante. C'est là, dans cette intimité douloureuse, que commence le véritable héroïsme de Bernard, quand l'amant devient infirmier, quand le mari devient pilier, quand l'homme apprend à porter un corps que le monde a tant désiré, non plus avec le désir, mais avec la compassion. Et quand Brigitte refuse les opérations, refuse la médecine moderne, il devient ses jambes, ses bras, son équilibre, le soutenant pour traverser une pièce, l'aidant à se lever, entendant ses plaintes qu'elle ne confie qu'à lui. La Madrague devient une forteresse médicalisée, rythmée par les bouteilles d'oxygène et les visites d'urgence. Et ce que les journaux ne disent pas, c'est l'homme qui tient une main tremblante en attendant les secours, l'homme qui veille la nuit, qui rassure les peurs, qui protège une dignité que Brigitte préfère à la vie elle-même. Il érige un mur de silence autour de sa déchéance physique, ment parfois pour préserver l'illusion de la guerrière. Il s'oublie lui-même, néglige ses propres douleurs, ses propres alertes cardiaques. Il tient par pur amour, par pur devoir, jusqu'au jour où le portail de la Madrague se referme de bon con. Et quand le monde s'en va, quand les officiels disparaissent, quand la foule se dissout, Bernard reste seul et l'armure se cristule. C'est ici que commence la véritable chute. Que se passe-t-il quand on n'est plus le gardien d'une femme, mais le gardien d'un mausolée ? Et surtout, comment survit-on quand la mission d'une vie s'achève en un instant? Question pour vous. Pensez-vous que l'amour le plus fort est celui de la passion ou celui qui accompagne jusqu'à la fin? Dans la prochaine partie, nous entrerons dans la nuit la plus longue de Bernard, celle où un homme de 80 ans doit choisir entre mourir de chagrin ou continuer à vivre pour des êtres qui ne savent pas parler. La maison est soudain devenue trop grande, trop silencieuse, trop pleine d'ombre, et dans ce silence qui hurle, Bernard Dormal comprend avec une lucidité terrifiante qu'il n'est plus le gardien de Brigitte Bardot, mais le gardien d'un tombeau vivant. Chaque pièce est une blessure ouverte, chaque objet une mémoire qui saigne. Ce fauteuil où elle passait des heures à écrire ses lettres de combat, ce châle posé sur un dossier, cette tasse qu'elle a peut-être touchée pour la dernière fois, tout est là, figé, intact, et pourtant l'essentiel a disparu. Il erre dans la maison, non par folie, mais par absence de direction. Car depuis plus de 30 ans, chacun de ses gestes avait un sens. Protéger, filtrer, soutenir, veiller, aimer. Et maintenant que cette mission est terminée, son corps lui présente la facture. L'adrénaline retombe d'un coup, la fatigue accumulée l'écrase. Il s'effondre sur le canapé du salon, tandis que la nuit tombe lentement sur la Madrague. Il a froid, non à cause de l'air, mais à cause de cette absence glaciale qui s'est installée dans les murs. Le plus dur n'est pas la solitude humaine, le plus dur ce sont les regards. Les chiens tournent en rond, grattent aux portes, gémissent doucement. Ils ne comprennent pas la mort, ils ne comprennent que l'absence. Ils cherchent une odeur, une voix, un ordre familier. Ils se tournent vers lui comme vers le dernier repère possible. Et dans leurs yeux, il ne lit pas seulement la détresse, il lit une attente, une confiance totale. Et c'est là que le vertige le frappe de plein fouet. Il est vivant, il respire, il est encore debout, alors qu'elle, celle qui aimait tant ses bêtes, n'est plus là. Pour la première fois depuis 1992, Bernard a peur. Peur de la nuit qui vient, peur du réveil du lendemain, peur de ce lit trop grand, peur de devoir affronter un avenir sans boussole. Il est le capitaine d'un navire qui a perdu son étoile polaire, et la dérive ne fait que commencer. Il se sent coupable de survivre, coupable d'avoir encore un cœur qui bat, coupable d'avoir encore une utilité alors qu'elle est disparue. Il ferme les yeux et revoit tout. Les premiers matins à la Madrague, les disputes violentes suivies de silences épais, les rires inattendus, les soirs d'hiver où ils écoutaient de la musique pendant que les chiens dormaient à leurs pieds. Il revoit aussi la lente dégradation, les pas de plus en plus courts, les chutes, les nuits blanches, les respirations difficiles, et surtout cette promesse muette qu'il s'était faite à lui-même, ne jamais la laisser devenir un spectacle.
Il a tenu cette promesse. Il a menti pour elle, protégé pour elle, caché pour elle, parfois contre l'avis des médecins, parfois contre la logique, mais toujours par amour. Et maintenant que plus personne n'a besoin d'être protégé, il ne sait plus qui il est. C'est alors qu'un museau humide se pose sur sa main inerte. Un simple geste, pas une demande de nourriture, pas une envie de sortir, juste une présence. Et dans ce regard animal, il comprend quelque chose d'essentiel. Brigitte n'est plus là, mais lui est là, et pour ces êtres sans mots, cela doit suffire. Cette révélation est minuscule face à l'immensité de sa douleur, et pourtant elle agit comme un électrochoc. Il n'a pas le droit de sombrer, pas maintenant, pas encore, car Brigitte ne lui a pas seulement laissé des souvenirs, elle lui a laissé une armée fragile, des dizaines d'animaux qui dépendent encore de lui. Qui connaîtra la dose exacte pour le vieux chat arthritique? Qui calmera la jument quand le Mistral souffle trop fort? Qui reconnaîtra le gémissement discret qui annonce une crise? Les employés sont là, certes, mais eux sont des salariés. Lui est le dernier parent. Alors Bernard se redresse, ses articulations craquent, son cœur est lourd comme une pierre tombale, mais sa décision est prise. Il comprend que sa mission d'amour ne s'est pas arrêtée au dernier souffle de sa femme. Elle a simplement changé de forme. Avant, il protégeait Brigitte du monde. Maintenant, il doit protéger le monde de Brigitte. Il doit empêcher que la Madrague ne devienne un musée froid, une proie pour curieux et promoteurs. Tant qu'il sera vivant, tant qu'il pourra marcher et parler, cette maison restera un sanctuaire inviolé. Il regarde le jardin plongé dans l'obscurité et sait que les jours à venir seront un enfer de solitude, de batailles juridiques, de pression médiatique. Mais il est prêt. Il a été formé par la plus rude des écoles, celle d'aimer une femme indomptable. Il sera la dernière sentinelle, le vieux soldat qui refuse de quitter son poste, même quand le général est tombé. Et c'est ici, dans cette nuit sans témoin, que commence une autre histoire, plus silencieuse, plus dangereuse encore, celle d'un homme qui choisit de continuer à vivre, non pour lui-même, mais pour honorer une promesse faite à une femme qui ne peut plus la rappeler. Il croyait que le plus dur était derrière lui, que la mort avait déjà pris tout ce qu'elle pouvait prendre. Mais Bernard Dormal allait découvrir une vérité plus cruelle encore. Il existe des combats qui commencent après les enterrements, des guerres qui ne font pas de bruit, mais qui détruisent plus sûrement qu'un deuil, car à peine la terre était-elle retombée sur le cercueil que le monde recommençait déjà à tourner autour de la Madrague comme des vautours autour d'un corps encore tiède. Et cette fois, l'ennemi n'avait pas de visage unique, il avait des costumes sombres, des sourires polis, des dossiers épais et des phrases pleines de fausse compassion. Les premiers coups de téléphone arrivent très vite, trop vite, des notaires, des avocats, des représentants de fondations, des amis d'hier qui se souviennent soudain de leur attachement profond. Tous veulent savoir, tous veulent comprendre, tous veulent aider. Et Bernard comprend aussitôt que derrière cette sollicitude se cache une seule question. Que va devenir la Madrague? Que va devenir ce lieu mythique, ce morceau de côte devenu plus célèbre que bien des palais? Il écoute en silence, il répond peu, car il sait que chaque mot peut devenir une arme contre lui. Il sait que la maison qu'il a protégée pendant 30 ans est désormais convoitée non pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle représente. Un symbole, une manne financière, un trophée. Et il comprend avec amertume que beaucoup aimaient la légende, mais très peu respectaient la volonté de la femme. Brigitte lui avait souvent répété cette peur. « Ils veulent me transformer en musée, ils veulent faire payer l'entrée pour voir mes souvenirs, ils veulent vendre mon combat comme on vend un billet de spectacle. » Et à chaque fois, Bernard lui avait promis que cela n'arriverait jamais. Une promesse de plus, une promesse désormais menacée. Très vite, les journaux commencent à spéculer. Que deviendra la propriété? Qui héritera? Que va décider le veuf? Des titres faussement respectueux mais avides de sensationnel envahissent les kiosques. Et Bernard comprend que le deuil ne lui sera pas accordé, qu'il devra pleurer en même temps qu'il devra se battre. Les héritiers indirects se manifestent, des cousins lointains, des ayants droit oubliés, chacun brandit un lien de sang, un souvenir ancien, une promesse supposée. Et dans ce ballet sordide, Bernard apparaît comme un obstacle, un vieil homme fatigué qui empêche une redistribution jugée naturelle. Et pour la première fois de sa vie, il devient une cible. On murmure qu'il n'est qu'un gestionnaire, qu'il n'a aucun droit moral, qu'il s'accroche à une maison qui ne lui appartient pas vraiment. Et ces phrases, il les entend, il les lit, et chacune est un coup de couteau.
car ce que personne ne semble comprendre, c'est qu'il ne se bat pas pour une propriété, il se bat pour une mission. La Madrague n'est pas un bien immobilier, la Madrague est un refuge, un sanctuaire construit bête après bête, sauvetage après sauvetage, un lieu pensé non pour les hommes, mais pour les plus faibles. Et s'il cède, s'il faiblit, ce ne sont pas seulement des murs qui tomberont, ce sont des dizaines de vies silencieuses qui seront condamnées. Il se rend chez les notaires, il affronte les réunions interminables, il signe, il refuse, il exige des clauses, des protections, des garanties, et chaque déplacement lui coûte une énergie qu'il n'a plus. Ses jambes tremblent, son souffle est court, son cœur lui envoie des signaux d'alarme qu'il ignore volontairement, car il sait qu'il n'a pas le droit de tomber malade maintenant. La nuit, il dort mal, poursuivi par les mêmes cauchemars, la Madrague vidée de ses animaux, transformée en musée climatisé, des touristes prenant des photos devant des cages vides, et il se réveille en sueur, persuadé qu'il a failli perdre une bataille sans même le savoir. Il apprend vite que la guerre la plus dangereuse n'est pas juridique, mais médiatique. Chaque déclaration est interprétée, déformée, amplifiée. S'il se tait, on dit qu'il cache quelque chose. S'il parle, on dissèque ses mots. On lui prête des intentions qu'il n'a jamais eues. On insinue qu'il agit pour intérêt, qu'il veut approprier l'héritage. Et cette injustice-là est peut-être la plus douloureuse, car après avoir donné 30 ans de sa vie, on l'accuse de vouloir prendre. Il pourrait abandonner, il pourrait vendre, il pourrait se retirer loin des problèmes. Personne ne lui en voudrait. Tout le monde comprendrait. Mais chaque matin, en ouvrant les volets, il voit les chiens courir, les chats attendre leur nourriture, les chevaux lever la tête. Et il se souvient de la voix de Brigitte lui disant « Promets-moi que tu ne les laisseras jamais ». Alors il tient, contre les héritiers impatients, contre les avocats pressants, contre les journalistes affamés, contre son propre corps qui réclame du repos. Il devient dur, plus dur qu'il ne l'a jamais été. Il apprend à dire non, il apprend à mordre quand il le faut. Il comprend que pour protéger un héritage d'amour, il faut parfois devenir impitoyable. Les mois passent, les procédures s'enlisent, les tensions montent, et peu à peu, une vérité s'impose. Tout le monde attend sa chute. Ils savent qu'il est vieux, ils savent qu'il est fatigué, ils savent que le temps est leur allié. Ils n'ont qu'à patienter. Et cette attente-là est une arme. Bernard le sait. Chaque jour qui passe est un jour gagné. Chaque matin où il se lève est une victoire. Il ne cherche plus à gagner pour lui-même. Il cherche seulement à tenir plus longtemps que ses ennemis. Il devient ce qu'il n'avait jamais voulu être. Un rempart, un obstacle humain, la dernière digue avant que le monde n'engloutisse la Madrague. Et dans cette guerre silencieuse, il découvre une vérité terrible. On ne meurt pas toujours quand on perd l'amour de sa vie. Parfois, on meurt lentement en essayant de protéger ce qu'il reste de cet amour. Partie 4. Quand le corps commence à trahir la volonté. Il avait appris à vaincre la fatigue par l'habitude, à dompter la douleur par la discipline, à ignorer les signaux d'alarme comme on ignore le tic-tac d'une bombe dont on n'a pas le temps de désamorcer le mécanisme. Mais un matin, sans prévenir, son corps lui rappelle brutalement une vérité qu'il refusait d'admettre. Nul ne peut gagner indéfiniment contre le temps. Ce jour-là, Bernard Dormal ne s'effondre pas, il ne crie pas, il ne tombe pas, il s'arrête simplement au milieu du couloir, la main posée contre le mur, incapable de faire un pas de plus. Son cœur bat trop vite, son souffle se brise, une sueur froide lui coule le long du dos, et pour la première fois depuis la mort de Brigitte, il comprend avec une clarté terrifiante que le véritable ennemi n'est peut-être ni les héritiers ni les médias, mais ce corps fidèle qui commence à se retirer de la bataille. Il refuse pourtant d'appeler à l'aide. Il s'assoit quelques minutes, ferme les yeux, attend que la tempête passe, puis se relève comme un soldat qui remet son casque après une explosion. Car tomber malade serait une trahison, une désertion. Il ne peut pas se permettre un lit d'hôpital, des examens, des semaines d'immobilité. Qui nourrirait les bêtes? Qui surveillerait les dossiers? Qui tiendrait tête aux avocats? Et cette peur devient plus forte que la douleur, plus forte que la raison. Les médecins insistent, parlent de cœur fatigué, de tensions dangereuses, de repos indispensable. Il écoute poliment, promet, signe parfois des ordonnances qu'il n'appliquera jamais vraiment. Car comment expliquer à un homme de science qu'il ne vit plus pour lui-même mais pour une mission? Comment lui dire que chaque jour gagné est une victoire stratégique dans une guerre invisible?
Les employés commencent à s'inquiéter. Ils voient ses mains trembler, ses pas ralentir, ses absences s'allonger, mais aucun n'ose lui dire d'arrêter, car tous savent que s'il s'arrête, quelque chose de définitif se produira. Non pas une mort physique, mais un effondrement intérieur. La nuit devient son ennemie la plus fidèle, les insomnies se multiplient, il reste assis dans l'obscurité à écouter les respirations des animaux et dans ces heures sans témoin, il fait un calcul qu'il n'avoue à personne. Combien de temps me reste-t-il et combien de temps faut-il encore tenir pour que tout soit verrouillé, pour que la volonté de Brigitte soit juridiquement protégée? Alors, il accélère, multiplie les démarches, finalise des statuts, verrouille des clauses, crée des fondations, transfère des biens. Il bâtit un système qui devra survivre sans lui, comme un architecte construisant un pont qu'il sait ne jamais traverser. Mais plus il avance, plus son corps proteste. Vertige, douleur thoracique, malaise qu'il cache sous des sourires fatigués. Et parfois seul dans sa chambre, il murmure le prénom de Brigitte, non pour lui demander de l'aide, mais pour lui demander la permission de faiblir. Ce qui le sauve encore, ce sont les rituels. Chaque matin, il fait le tour des enclos, parle aux chiens comme à des confidents, caresse les chats comme des talismans, vérifie les portes, les gamelles, les médicaments. Et à chaque geste, il se répète « Tiens, encore aujourd'hui, seulement aujourd'hui ». Il sait pourtant que le jour viendra où il ne pourra plus tenir, que la mort n'est plus une abstraction, mais une présence patiente. Et cette idée ne l'effraie plus vraiment. Ce qui l'effraie, c'est de mourir trop tôt, de partir avant d'avoir terminé, de laisser derrière lui un héritage encore vulnérable. Alors il serre les dents, avance à petits pas, transforme sa faiblesse en stratégie. Il ne cherche plus à vivre longtemps, il cherche à vivre juste assez. Assez pour fermer toutes les portes, assez pour protéger une dernière fois, assez pour transmettre sans trahir. Et dans cette lente dégradation, il découvre une dernière vérité. Aimer vraiment, ce n'est pas seulement partager la vie, c'est accepter de se consumer pour que quelque chose survive après soi. Partie 5. Préparer sa propre disparition. Il avait passé sa vie à organiser la survie des autres sans jamais se demander sérieusement comment il organiserait la sienne. Et c'est peut-être cela qui rend ce moment si étrange, si irréel. Car un matin, sans annonce, sans drame, sans même une douleur particulière, Bernard Dormal comprend simplement qu'il est entré dans la dernière phase de sa vie, non pas parce qu'un médecin lui a donné une date, mais parce que tout en lui commence à se mettre naturellement en ordre, comme si son esprit, avant même son corps, avait décidé qu'il était temps de ranger, de classer, de transmettre, de disparaître proprement. Il ne le dit à personne, il ne fait aucun discours, il continue à travailler comme avant, mais désormais chaque geste porte un poids nouveau. Chaque décision ressemble à un adieu discret, chaque signature devient une trace. Et il découvre avec une surprise presque enfantine que préparer sa propre disparition est un travail plus exigeant encore que de préparer un héritage. Car il ne s'agit pas seulement de distribuer des biens, il s'agit d'organiser l'absence, de rendre supportable le vide qu'il laissera derrière lui. Il commence par les choses simples, celles que personne ne voit. Il trie ses dossiers personnels, détruit des lettres qu'il juge trop intimes pour survivre à sa mort, en conserve d'autres qu'il sait essentielles pour comprendre certaines décisions. Il relit de vieux contrats, annote des marges, ajoute des précisions, non pour se justifier, mais pour éviter les malentendus, car il sait qu'après lui, chaque mot sera interprété, chaque silence deviendra une arme potentielle. Alors il écrit, patiemment, lentement, comme un homme qui construit un pont entre deux mondes. Il rédige des instructions pour la fondation, détaille les procédures de soins, précise les priorités, explique pourquoi tel choix a été fait et pourquoi tel autre a été refusé. Il transforme des années de décisions intuitives en un système rationnel que d'autres pourront appliquer sans le trahir. Et dans ce travail, il découvre une vérité douloureuse. Personne ne pourra jamais continuer exactement comme lui. Non par incompétence, mais parce que l'amour ne se transmet pas par règlement intérieur. Il choisit ensuite les hommes et les femmes qui devront prendre le relais. Il les observe, les teste, leur confie des responsabilités de plus en plus lourdes, non pour mesurer leur efficacité, mais pour évaluer leur capacité à rester humains dans un système qui écrase facilement les consciences. Il cherche moins des gestionnaires que des gardiens, moins des administrateurs que des témoins. Et parfois il se trompe. Parfois il retire une mission, parfois il change d'avis, car à ce stade, une erreur ne serait pas simplement une faute professionnelle, elle serait une trahison posthume.
Il règle aussi ce que peu d'hommes osent regarder en face, sa propre image. Il choisit les photographies qui resteront, écarte celles qui mentent, garde celles qui racontent la vérité. Il classe ses archives personnelles, range ses carnets, décide ce qui pourra être publié et ce qui devra rester secret, non par honte, mais pour respect pour ceux qui ont partagé sa vie sans jamais vouloir devenir des personnages publics. Et dans cette préparation, il ressent parfois une fatigue immense, une lassitude qui n'est pas seulement physique, mais existentielle. Il s'assoit alors dans son bureau, regarde la lumière décliner, et se demande comment un homme peut passer toute une vie à lutter contre la mort des autres sans jamais apprendre à accepter la sienne. Il pense à Brigitte souvent, plus souvent que jamais, non plus avec douleur, mais avec une sorte de conversation intérieure continue, comme si chaque décision devait désormais être validée par une présence invisible. Il lui parle mentalement, lui explique ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et parfois il lui demande pardon, pardon d'avoir survécu si longtemps, pardon de s'être accroché à cette mission qui l'a tenu éloigné d'elle pendant tant d'années. Il règle aussi des choses plus concrètes, choisit ce qu'il laissera à chacun, non selon la valeur financière, mais selon la valeur symbolique. Tel livre pour tel ami, telle montre pour tel collègue, tel objet banal pour celui qui en comprendra le sens caché. Et ces petits legs deviennent pour lui une manière de dire merci sans discours, de reconnaître des fidélités sans déclaration. Il prépare même ses propres funérailles avec une précision presque clinique, choisit une musique, refuse certains discours, impose une simplicité qui étonnera ceux qui l'ont connu comme un homme de pouvoir, car il ne veut ni hommage grandiloquent, ni statut inutile. Il veut disparaître comme il l'a vécu, en laissant derrière lui un ordre fonctionnel plutôt qu'une légende. Et plus ce travail avance, plus il comprend que préparer sa disparition, ce n'est pas se détacher de la vie, mais au contraire la regarder pour la première fois avec une lucidité absolue. Il observe les hommes autour de lui, leurs ambitions, leurs rivalités, leur petite lâcheté, leur grande générosité, et il se demande quel de ces traits survivra après lui et lequel dominera quand sa voix ne sera plus là pour arbitrer. Il sent parfois monter une angoisse sourde, non pas la peur de mourir, mais la peur que tout ce qu'il a construit se déforme lentement, se bureaucratise, se vide de son âme. Alors il multiplie les garde-fous, écrit des clauses éthiques, crée des comités de surveillance, invente des mécanismes de contrôle qui devront empêcher les dérives futures. Mais il sait aussi que toute institution finit un jour par trahir son fondateur, et cette pensée le hante plus que la perspective de la mort elle-même. Il règle enfin ce qu'il a toujours repoussé, sa propre fatigue. Il reconnaît qu'il ne peut plus tout faire, qu'il doit déléguer, qu'il doit accepter de devenir progressivement inutile. Et cette dépossession est peut-être l'épreuve la plus douloureuse de sa vie, car elle l'oblige à admettre que son identité entière reposait sur sa fonction, sur son rôle de protecteur, et qu'en perdant ce rôle, il doit apprendre à redevenir un homme ordinaire, sans mission, sans urgence, sans combat. Il comprend alors que préparer sa disparition, ce n'est pas seulement organiser l'avenir des autres, c'est apprendre à se détacher de soi-même, à renoncer à l'illusion de contrôle, à accepter que le monde continuera sans lui, mal, imparfaitement, mais il continuera quand même. Et dans cette acceptation progressive, il trouve une forme de paix qu'il n'avait jamais connue, non pas une sérénité joyeuse, mais une tranquillité grave, lucide, presque austère. Il sait désormais que sa vie n'aura pas été jugée sur sa durée, mais sur ce qu'il aura réussi à transmettre. Et un soir, en refermant un dernier dossier, il se dit simplement qu'il a fait ce qu'il pouvait, pas plus, pas moins, et que peut-être, enfin, il a le droit de se reposer. Partie 6. Accepter enfin de devenir un homme fatigué. Il y a toujours un moment précis où l'on cesse de lutter, sans jamais oser prononcer ce mot. Un instant imperceptible où la volonté ne disparaît pas mais se transforme. Et pour Bernard Dormal, ce moment n'arrive ni dans un hôpital, ni devant un médecin, ni au milieu d'une crise spectaculaire, il arrive un matin banal, dans la lumière grise d'un lever de jour ordinaire. Lorsqu'il se lève, comme chaque jour, pour faire le tour des enclos, et qu'au bout de quelques pas, il comprend simplement qu'il n'en a plus la force. Non pas une douleur violente, non pas un malaise brutal, mais une fatigue totale, dense, irréversible.
comme si chaque muscle, chaque organe, chaque cellule avait décidé en silence qu'il était temps de ralentir. Il s'arrête, regarde devant lui, écoute les bruits familiers de la madrague, et pour la première fois, il ne se dit pas « Tiens, encore aujourd'hui, seulement aujourd'hui ». Il se dit peut-être que ce sera bientôt la dernière fois. Et cette pensée ne le panique pas, elle l'apaise presque, car elle met fin à une lutte qu'il menait sans plus savoir contre qui. Il retourne s'asseoir, boit un café froid, observe ses mains trembler légèrement, et il sait, sans diagnostic, sans chiffres, sans examen, qu'il est arrivé au point où continuer à se battre n'ajouterait plus de vie à ses jours, mais seulement des jours à sa fatigue. Les médecins parlent encore de traitements, de protocoles, de nouvelles molécules, de possibilités statistiques, mais ils les écoutent désormais comme on écoute une langue étrangère, avec respect, mais sans plus s'y reconnaître. Car ce qu'ils appellent espérance de vie, lui l'appelle désormais qualité de présence. Il ne veut plus gagner du temps, il veut vivre juste. Et vivre juste signifie pour lui ne plus passer ses derniers mois dans des salles d'attente, des chambres stériles, des couloirs blancs où l'on devient un dossier avant de rester un homme. Il comprend alors que la dernière grande décision de sa vie ne concerne ni un héritage, ni une fondation, ni un conflit juridique, mais sa propre manière de mourir. Non pas choisir la mort, mais choisir comment vivre jusqu'à elle. Il refuse certains examens, reporte certains traitements, non pas par désespoir, mais par lucidité. Il accepte les soins qui soulagent, refuse ceux qui prolongent sans améliorer. Et dans ce choix, il découvre une liberté nouvelle, presque scandaleuse, celle de redevenir maître de son temps, de ses journées, de ses silences. Il commence à simplifier sa vie, réduit ses rendez-vous, limite ses déplacements, passe plus de temps avec les animaux, marche lentement, s'arrête souvent, regarde des choses qu'il ne regardait jamais, un arbre, un nuage, un chien qui dort au soleil. Et cette attention nouvelle lui donne parfois l'impression de découvrir enfin le monde qu'il a protégé sans jamais vraiment l'habiter. Il reçoit quelques proches, peu nombreux, choisis avec soin. Il parle avec eux non de sa maladie, mais de leur vie, de leurs projets, de ce qu'ils feront quand il ne sera plus là. Non pas pour se rendre indispensables, mais au contraire pour vérifier qu'ils sauront continuer sans lui. Et chaque fois qu'il repart seul, il ressent une étrange satisfaction, celle de constater que le monde ne s'arrêtera pas avec sa disparition. Il écrit aussi quelques lettres qu'il n'enverra jamais, destinées à des absents, à des morts, à des vivants à qui il ne sait plus parler, non pas pour régler des comptes, mais pour mettre de l'ordre dans ses propres émotions. Il relit parfois ses lettres, les range, puis les déchire, car il comprend que certaines choses n'ont pas besoin d'être dites pour être vraies. Ses nuits deviennent plus longues, ses insomnies plus fréquentes, mais elles ne sont plus angoissées. Il reste éveillé à écouter le silence, à sentir sa respiration, à mesurer ce corps qui se fatigue, et il se surprend parfois à sourire, non par joie, mais par reconnaissance. Reconnaissance d'avoir eu une vie pleine, dure, imparfaite, mais pleine. Il n'a plus peur de mourir, il a seulement peur de faire souffrir inutilement ceux qui l'aiment encore. Alors il prépare doucement son départ, informe les médecins de ses choix, donne des consignes claires, refuse l'acharnement, demande qu'on privilégie le confort, la dignité, la présence humaine. Et dans cette décision, il se sent pour la première fois depuis longtemps totalement cohérent avec lui-même. Il ne fuit pas la mort, il cesse simplement de la combattre. Il devient plus lent, plus fragile, plus silencieux, mais aussi plus vrai. Il parle moins, écoute davantage, observe ce qui passe, et parfois très simplement, il se dit que mourir n'est peut-être rien d'autre que terminer un long travail, commencé à la naissance. Il sait désormais que ses jours sont comptés, mais il ne cherche plus à les compter. Il les habite, un par un, sans projet lointain, sans plan, sans stratégie, seulement avec une présence attentive. Et dans cette dernière étape, il découvre une vérité que personne ne lui avait jamais apprise. Accepter de devenir un homme fatigué, ce n'est pas renoncer à la vie, c'est enfin la vivre, sans se défendre. Les derniers jours n'arrivent jamais comme on les imagine. Ils ne ressemblent ni à une scène dramatique, ni à un conte à rebours spectaculaire. Ils s'installent doucement, presque poliment dans le quotidien. Et pour Bernard Dormal, cette dernière période commence sans qu'il puisse dire exactement quand. Un matin, il comprend simplement que le monde autour de lui a ralenti, ou peut-être est-ce lui qui a cessé de courir. Il se lève plus tard,
marche moins longtemps, parle plus doucement, mais rien d'essentiel n'a encore changé. Il continue à faire le tour des enclos, s'arrête souvent, s'appuie contre les barrières, respire lentement, et chaque geste devient précieux, non parce qu'il est rare, mais parce qu'il est conscient. Il sait désormais que chaque matin peut être un cadeau final, et cette conscience transforme tout. Le moindre rayon de soleil devient un événement, le moindre silence devient un refuge. Il reçoit encore quelques visites, peu nombreuses, choisies avec soin. Il ne veut ni foule, ni adieu solennel, il préfère des conversations simples, banales en apparence, mais chargées d'un poids secret. Il parle de souvenirs communs, de petites anecdotes, de choses insignifiantes, et ceux qui viennent comprennent sans qu'ils le disent qu'il est en train de leur dire au revoir, sans prononcer le mot. Il refuse toujours qu'on le plaigne, il détourne les questions médicales, il sourit, remercie, puis change de sujet, car il ne veut pas que sa mort devienne le centre de leur vie, il veut qu'elle reste un détail discret dans le grand mouvement du monde. Ses forces diminuent rapidement maintenant, il mange peu, dort beaucoup, se fatigue vite, mais son esprit reste étonnamment clair, presque lumineux. Il passe de longues heures assis face au paysage, regarde les animaux, écoute les bruits familiers. Et parfois il a l'impression que toute sa vie se rassemble dans ces instants de pure observation. Il ne pense plus au passé avec regret, il ne pense plus à l'avenir avec peur. Il est simplement là, présent, et cette présence devient sa dernière œuvre. Il règle encore quelques détails, donne une dernière consigne, signe un dernier document. Puis un jour, il comprend qu'il a tout dit, tout transmis, tout fermé. Et cette certitude lui apporte une paix profonde. Il n'attend plus rien, il ne redoute plus rien, il se contente d'être vivant aussi longtemps que cela lui est possible. Ses nuits deviennent de plus en plus longues. Il se réveille souvent, non par douleur, mais par une étrange vigilance, comme s'il craignait de manquer quelque chose d'important. Il écoute sa respiration, mesure le temps entre deux battements de cœur, et parfois il se surprend à penser que mourir n'est peut-être rien d'autre que s'endormir dans un silence plus vaste. Un soir, il demande simplement qu'on laisse la fenêtre entr'ouverte. Il veut sentir l'air, entendre les bruits de dehors, garder un lien avec le monde jusqu'au bout. Il parle peu ce soir-là, mais il est très attentif au visage, aux voix, aux gestes, comme s'il les enregistrait une dernière fois. Et dans la nuit, sa respiration devient plus lente, plus espacée, sans lutte, sans panique, sans appel. Il ne se réveille pas vraiment, il glisse, doucement, hors du temps, comme un homme qui quitte une pièce après avoir éteint toutes les lumières. Le matin, on le trouve paisible, le visage détendu, presque étonné, comme s'il venait de comprendre quelque chose d'essentiel. Il n'y a ni drame, ni cri, ni agitation, seulement un silence dense, respectueux. Et dehors, la vie continue, les animaux s'agitent, le soleil se lève, les routines reprennent. Et c'est peut-être cela la dernière leçon de Bernard Dohrmann. On peut disparaître sans bruit, sans éclat, sans laisser derrière soi autre chose qu'une organisation fragile et une mémoire discrète. Il n'a pas vaincu la mort, il n'a pas prolongé indéfiniment la vie, mais il a réussi quelque chose de plus rare. Il a su partir sans trahir ce qu'il avait aimé. Et dans ce départ silencieux, il a laissé non pas une légende, mais une trace, celle d'un homme qui a compris à la fin que protéger la vie, c'était aussi savoir la quitter.